Avec une ponctualité extraordinaire, nous allons commencer. Nous sommes tous là. Donc, moi, je suis Gilles Roy, le rédacteur en chef d'Aérobuzz, un site d'information aéronautique. Et Aérobuzz est partenaire de l'UAV Show depuis son lancement. Afin que tout le monde sache de quoi on parle, et je pense notamment à ceux qui nous suivent sur Jumpseat, qui ne sont pas forcément des spécialistes du drone. Donc, le BVLOS, c'est 5 initiales qui veulent dire Beyond Visual Line of Sight. Le BVLOS couvre les opérations qui s'effectuent hors de vue du télépilote. On peut aussi parler de longue élongation. Le titre est un peu anxiogène, le BVLOS en danger. Nous allons en débattre pendant 90 minutes. Et alors avec moi autour de la table, David Carto, qui est donc consultant senior chez Enedis, Natacha Lalanne, qui est la responsable Hub Drone de Systématique Paris. Alors, ils vous diront exactement ce qu'est Enedis, vous savez un petit peu. Systématique Paris, peut-être un petit peu moins. Farah Lu, Project Manager Drone chez Thales. À chaque table ronde, on a au moins un représentant de Thales, voire 2. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, Romain Bévillard, adjoint au directeur du programme drone de la DSAC, qui n'est pas la DGAC. Donc, vous êtes sauvés. Christelle Seguin, ingénieure de recherche à l'ONERA. Et puis, tout au bout, avec nous, Adrien. Voilà, de Bordeaux Techno-West, que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que vous êtes en relation avec lui régulièrement. Alors, je vous propose qu'on commence déjà par un premier tour de table pour que chacun donne un peu son sentiment sur cette question, sans forcément peut-être y répondre, le BVLOS en danger. Certains aussi ont déjà une expérience dans le domaine, donc ce sera intéressant de la partager. Et puis ensuite, on verra dans quelle direction tout ça peut évoluer, quels sont les freins qui devront être levés pour permettre le développement de cette activité à très longue élongation. Alors, je vais commencer par vous, David, puisque autour de cette table, c'est peut-être vous qui avez le plus d'expérience sur le BVLOS, parce que autrefois, quand la réglementation reposait sur 4 scénarios, vous avez pratiqué les vols de longue élongation. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure. Déjà ? Moi, je ne connais pas, donc je pense que c'était quand tout le monde connaît Enedis. Donc peut-être rappeler Enedis, on est le gestionnaire de réseau de distribution électrique sur 95% du territoire national. Donc on a à surveiller et à entretenir 300 000 km de réseau moyenne tension aérien et un peu plus de 350 000 basse tension. Donc on a besoin de ausculter nos réseaux régulièrement, et on faisait ces opérations traditionnellement par hélicoptère. Et depuis 7 à 8 ans, on utilise les drones pour réaliser des activités donc programmées ou ponctuelles dans le cadre de dépannage. Et on avait travaillé depuis quelques années donc, avec Delair sur la voilure fixe, le X11, pour, à partir de ce drone, cartographier nos réseaux et diagnostiquer la végétation à proximité de ces ouvrages. Donc on opérait ces vols-là à l'époque dans le cadre du scénario S4 pour pouvoir faire des vols longue élongation. C'était devenu vraiment opérationnel ou vous en étiez encore au stade expérimental ? On avait fait des milliers de kilomètres déjà. Donc, et ça fonctionnait ? Ça fonctionnait, oui. Et ça donnait complètement satisfaction. Et le drone se substituait bien aux autres moyens que... Pas sur tous les usages, puisque cette voilure fixe a une charge utile qui était limitée, donc on pouvait juste faire de la photogrammétrie. Et donc ce qu'on attendait, notre avenir, c'est remplacer l'hélico sur tous nos usages par les mêmes vols. Donc utiliser et de la photo et du lidar, avoir des charges utiles qui permettent de faire tous nos usages par le même vol, quoi. Donc ça permettait de faire la gestion de la végétation,
donc l'élagage à proximité des lignes, faire nos programmes. Par contre, pour le diagnostic... c'est pas le drone qui coupe les branches, non. Mais le drone dit simplement quelles sont les branches à couper. C'est ça. C'est ça. Par contre, on n'était pas sur tous les usages, donc la partie photo, anomalie, on était vraiment sur du traitement de données, du calcul de géométrie, quoi. Et en 7 à 8 ans d'utilisation, vous avez dû voir justement tous ces capteurs évoluer, les capacités d'emport peut-être évoluer aussi? Alors oui, et là on va faire des expérimentations qui démarrent au mois de novembre, où on va utiliser sur des vecteurs drones multirotors, mais sans la grande élongation, sur des parcelles, on va dire, on fera 1 km de chaque côté du télépilote, on fera à la fois de la mesure lidar et de la photo, quoi, avec des nouveaux capteurs, des nouveaux lidars, des nouveaux appareils photo, quoi. Donc vous avez fait machine arrière alors? On augmente nos usages, mais on opère différemment, quoi. On s'adapte à la réglementation actuelle, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez été obligé de renoncer à faire des vols longue élongation? Je ne sais pas si Romain... Voilà, c'est l'arrivée de la réglementation européenne qui, quelque part, a mis fin à ce S4 qui nous était, on va dire, utile, au moins dans nos usages de grandes infrastructures, quoi. Eh ben alors on va tout de suite se tourner vers Romain Bévillard, pardon. Donc oui, alors si on sait que c'est pas de votre faute, non, ça doit fonctionner, je pense. Oui, il marche déjà. Oui, il marche. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a abandonné le scénario S4? Ce serait une vaste question, mais on va essayer de faire simple. Oui. Bon, on a 1h30. Hein. Le scénario S4, oui, je vais essayer de ne pas prendre toute l'heure et demie, promis. Vous n'en avez pas envie, et moi non plus. Ça dépend si vous racontez bien les histoires. Je confirme, vous n'en avez pas envie. Alors, le scénario S4 était un scénario national propre à la réglementation française et qui permettait ces vols de grande élongation. L'histoire étant ce qu'elle est, et la force de l'Europe étant également ce qu'elle est, on est inscrit dans une démarche d'harmonisation des règlements au sein de l'ensemble des États membres, que ce soit de l'aéronautique, de l'aviation civile ou d'autres domaines. Je pense que je ne vous apprends rien. Et donc, en l'occurrence, pour ce qui est de la réglementation relative aux drones, le HASA a pris une compétence sur tous les sujets de navigabilité, sur les règlements de sécurité. Et donc, il a fallu adopter des règlements qui fassent l'unanimité au sein de l'ensemble des États membres. Et des considérations de sécurité en lien avec les densités de population au sol, les tailles des drones et le fait qu'on aille extrêmement loin en étant hors vue. Le consensus a été de dire bon, vous avez déjà 3 scénarios standards nationaux avec des niveaux de sécurité qui sont totalement acceptables et qui arrivent à rassurer tout le monde. Ce n'est pas le cas pour le scénario S4. Donc, quand la réglementation européenne a été approuvée par l'ensemble des États membres, il a fallu définir un certain nombre de caractéristiques, une espèce de gabarit dans lequel faire évoluer tout un tas de scénarios standards possibles. Le scénario S4 ne rentrait plus dans ce gabarit. Donc, il a fallu, par la force des choses, renoncer à ce scénario et réfléchir à la fois au niveau européen et au niveau national à des alternatives. L'idée étant bien entendu que le vol hors vue est probablement celui qui va offrir les opérations à plus grande valeur ajoutée, mais également celui qui comporte le plus de danger. Donc le bivélo est-il en danger? On essaiera d'y répondre tous ensemble. Le rabat-joie que je suis obligé d'incarner le rôle du rabat-joie en tant que représentant de l'autorité de surveillance et de réglementation, a un peu envie de reformuler la question. Le bivélo est-il un danger? Et la réponse évidemment est oui. Donc, pour pouvoir faire du bivélo, il faut qu'on rassure l'ensemble des usagers au sol et dans l'espace aérien du niveau de sécurité de ces opérations. Et c'est là qu'on va se heurter à un certain nombre de verrous technologiques ou de sécurité qui aujourd'hui limitent un peu ces usages. Mais le constat qui est quand même bien partagé par l'ensemble des États membres, c'est qu'il faut qu'on arrive à permettre ces opérations hors vue de grande élongation. Parce que c'est ça qui va permettre un essor économique significatif de la filière et qui va passer en plus par des développements technologiques. Donc il y a vraiment un horizon qui comporte pas mal de nuages, mais il y a un réel horizon. Donc il y a encore beaucoup de marge de manœuvre qui mobilise à la fois les autorités et les opérateurs, des instituts de recherche, par exemple. Le sujet est bien identifié, on y travaille tous conjointement. On pourra parler, je pense, tous ensemble des différentes initiatives qui existent. Bien sûr, on est là pour ça.
Faralu, donc si on dit que le drone, le BVLOS, est un danger, une société comme Thales a les moyens de résoudre le problème parce qu'elle a, dans plein d'autres domaines aéronautiques, elle a déjà apporté des solutions et Airbus ou Dassault ne font pas voler leurs avions tout seuls. À l'intérieur, il y a toute une intelligence qui fait que ces avions sont sûrs. Est-ce que donc vous travaillez aussi à rendre sûrs ces drones de longue élongation? Alors, Thales, je ne vais peut-être pas présenter Thales, hein, je pense que tout le monde connaît, on est une toute petite entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est présent sur tous les forums. Hein. Voilà, c'est ça. On peut se le permettre. On est clairement positionné sur ce secteur-là. On a un fort héritage de tout ce qui touche de près ou de loin à l'aéronautique. Et on est intéressé, on fait partie de ce monde-là, on a un certain nombre de connaissances et on propose des solutions. Il y a des solutions qui existent selon les différents cas d'usage, les différents contextes. On essaye de répondre un petit peu à tout cela. Mais on va un petit peu plus loin aussi. On essaye de comprendre quels sont les freins ou les craintes et on essaye de réfléchir ensemble. Notre force, c'est qu'on n'est pas seulement là pour donner des solutions techniques, mais aussi pour favoriser, contribuer à l'effort collectif et essayer de réfléchir ensemble à ce qui peut être mis en place. Et donc on réfléchit en termes de solutions complètes et pas uniquement... Mais alors, si ce ne sont pas des solutions techniques, c'est quoi des solutions complètes ? Alors, on va parler d'un exemple clair, hein, grâce auquel j'ai pu travailler beaucoup avec Natacha Lalanne sur la zone de Brétigny-sur-Orge, où on a travaillé ensemble à la création d'un nouvel espace, puisque donc, Natacha vous expliquera mieux que moi quel est l'usage de ce centre d'essai de Brétigny-sur-Orge, mais on a voulu créer un espace dédié au BVLOS, et donc là, Thales a proposé diverses solutions. Donc une de digitalisation de l'espace pour faciliter et automatiser autant que possible, en tout cas dans un premier temps, ces opérations de BVLOS. Mais on a aussi participé aux discussions avec la DESAC pour proposer un premier design de ces couloirs, le réviser avec eux, parce qu'évidemment on part de base d'une approche où on respecte la réglementation, mais il peut y avoir au-delà de la réglementation des recommandations ou des craintes auxquelles il faut répondre. Et donc on a travaillé ensemble et c'était un peu notre rôle de ramener tout le monde à discuter ensemble. En tout cas, on était partie prenante et on a travaillé avec Systématique, avec la DESAC, pour répondre à toutes les questions qui se posaient à la création de ces espaces. Et on en a déjà créé une petite partie. Et on va continuer d'alimenter les échanges pour essayer d'aller un petit peu plus loin et pas seulement de viser quelques opérations, mais de voir comment est-ce qu'on peut adresser la problématique de grande échelle. Quand vous dites pas seulement quelques opérations, c'est-à-dire ça pourrait être autre chose que du BVLOS ? Alors il y a déjà d'autres opérations que le BVLOS sur la zone, clairement, qui sont en grande majorité. Ce que je veux dire, c'est du BVLOS à grande échelle. C'est parce qu'aujourd'hui, on a peu d'opérations BVLOS sur cet espace-là, et on aimerait qu'il y en ait un petit peu plus, que les utilisateurs s'approprient cet espace-là pour leurs opérations professionnelles. Donc, je me tourne vers vous. Expliquez-nous un peu ce que vous faites à Brétigny. Et puis d'abord, c'est quoi le Systématique ? Alors, Systématique est un pôle de compétitivité situé en région parisienne. Un pôle de compétitivité, ici vous avez Aerospace Valley, avec qui je travaille régulièrement, qui est un pôle aéro. Nous, on a un pôle plus deep tech et on a intégré le drone en 2021. Donc voilà, on est à peu près, c'est l'accompagnement des entreprises, etc., le développement des entreprises. Et pas que sur le drone, mais en partie. Et je suis directrice de vol d'un espace dédié au drone sur l'ancien centre d'essai en vol de Brétigny. Donc il y a une petite histoire aéronautique forte. Petite, oui. Petite. Et donc c'était un peu rendre les images
l'aéronautique comme on pouvait faire, comme c'est une piste qui est désaffectée, qui ne pourra plus jamais servir à du vol habité, le drone est désigné. Et c'est un espace qui est agrémenté d'un couloir, donc pour faire du vol bivilos. Donc voilà la spécificité. Et ce couloir, il a quelles caractéristiques? Alors, c'est un couloir qui fait 20 km, qui fait 400 mètres de large et qui est sous réglementation spécifique, peut être activé pour faire justement des vols bivilos et vers pour engranger de la donnée, pour que les drones après, donc qui ont répondu aux réglementations, donc à une SORA, etc., puissent engranger des données et puissent après décupler leur vol ailleurs au niveau national sur d'autres endroits. Alors on a parlé de SORA ce matin. Est-ce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au même niveau de connaissance de ce qu'est une SORA. Ce matin, on a fait une explication de texte. Donc, comme c'est vous qui l'avez prononcé, le mot, c'est à vous d'expliquer ce qu'est une SORA. Vous en sortez bien, vous. Hein. Romain s'en sort très bien. Non, c'est ça. La SORA, en fait, c'est l'entreprise de drone qui va demander à la DSAC, en remplissant un dossier spécifique, qui analyse le risque sol et le risque air, puis le risque aéronef, pour certifier qu'il peut voler dans ce genre de choses. Et la DSAC va dire, oui, ok, votre analyse de risque est la bonne, et votre analyse aéronef est la bonne, et donc vous pouvez voler et faire ce genre de vol spécifique. Donc on est et le vol bivilos en fait partie, et effectivement, justement, c'est ce que disait Romain, c'est pour s'assurer que la mise en danger ne soit pas, qu'il n'y ait pas de mise en danger, ou quasiment pas, parce que le risque zéro n'existe jamais si vraiment on va aller jusqu'au bout. Mais le but, voilà, c'est de pouvoir aussi offrir, parce que les entreprises de drones ne peuvent pas prouver qu'elles répondent à la réglementation si elles font jamais de vol non plus. Donc à un moment donné, il faut pouvoir aussi leur autoriser à faire des vols. Alors on fait peut-être pas du vol bivilos puisqu'il est soumis à autorisation, mais sur les centres d'essai, on va essayer de faire des choses un peu plus loin, alors en hippodrome, pour essayer de garder tout un tas de données qui permettent d'agrémenter les SORA par la suite. Donc les centres d'essai servent à ça. On a le CESA ici que vous connaissez, le C2RD aussi dans le sud-est, le CIDN sur Normandie, on travaille tous ensemble pour ça. Et donc justement pour pouvoir donner aussi des mesures à la DSAC derrière pour dire voilà, ça on a expérimenté, ça c'est fait, c'est donné, vous pouvez y aller, il y a quand même des données que vous pouvez engranger. Alors, au niveau de l'ONERA, donc l'ONERA c'est un laboratoire de recherche. Christelle Seguin, quels sont les freins ou les blocages sur lesquels vous devez travailler pour libérer à votre niveau les drones sur des longues élongations? On travaille sur 2 types de sujets. Donc il y a un premier point qui est comprendre les tenants et les aboutissants de la réglementation européenne, de la SORA, et surtout avoir des méthodes, des outils pour pouvoir, pour une opération donnée, pour un vecteur donné, décider rapidement du niveau de sécurité de l'opération et savoir si le système de drone que l'on met en place est approprié pour l'opération que l'on gère. Donc, si on regarde les textes dans l'État et les guides, il y a des choses qui ne sont pas toujours claires. Depuis que je travaille sur le sujet, j'ai vu au moins 3 versions de la SORA et puis il y en a une autre qui va arriver, donc ça bouge. Les exigences bougent aussi, se consolident au fil du temps. On a besoin de comprendre, analyser en profondeur ce qu'elles signifient et avoir donc des outils, des méthodes pour pouvoir montrer qu'on tient les exigences. Donc, par exemple, il y a mes collègues, je crois, qui ont fait un atelier ce matin au sujet de l'outil Drosera, qui est un outil pour comprendre, selon l'opération, quel est l'impact au sol en cas de crash, les zones d'impact, avec des outils de calcul qui permettent de voir où on retombe un petit peu assez loin. Donc ça, c'est un axe de calcul. On a des méthodes et outils pour aider à préparer les missions. On a des méthodes et outils pour aider à évaluer
la fiabilité de votre vecteur, parce qu'on voit souvent, enfin, les drones, et si on veut leur faire des opérations hors vue, on a besoin d'avoir des automatismes très sûrs, logiquement bien conçus. Et si on veut regarder un petit peu tous les cas logiques qui se présentent, on a besoin d'outils un petit peu avancés. Donc on travaille là-dessus. Outils pour comprendre le drone, analyser la sécurité du drone, analyser la sécurité de l'opération. Puis après, on a aussi des études dans lesquelles on développe des technologies qui vont nous permettre d'ouvrir des champs d'opération. Donc, concrètement, ça veut dire quoi, ça? Alors, concrètement, donc, un problème pour le BVLOS, on l'a dit, il y a deux problèmes. Savoir où l'on tombe en cas d'aléas divers et variés. Ça commence à être à peu près maîtrisé d'un point de vue technique à bord du drone. Et puis après, il y a s'assurer qu'on ne va pas aborder un autre aéronef qui volerait dans la même zone que nous. Ça, c'est le risque R. Et sur le sujet du risque R, on a différents cas de figure. On peut partager un espace avec des usagers collaboratifs qui vont se signaler. Donc, la mission est préparée en général. Et en règle générale, les opérations hors vue se font bien souvent en espace ségrégé. Donc, on évite le problème. Mais l'enjeu, c'est d'aller plus loin, c'est ouvrir les espaces et partager l'espace avec d'autres. Et donc, il va falloir pouvoir détecter dans cet espace où sont les autres en temps réel, faire des manœuvres. Ça, les manœuvres, enfin, il y a des enjeux, mais ce n'est pas tellement le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est détecter les autres. Si les autres sont collaboratifs, il y a des solutions qui existent à court terme où on peut s'en sortir. Si les autres ne sont pas collaboratifs, ne se signalent pas, on a besoin de nouvelles technologies. Donc nous, on va travailler par exemple sur des radars miniatures. Dans d'autres sociétés, dans des sociétés comme Thales, on travaille aussi sur des radars, bien entendu, embarqués pour détecter un non collaboratif. Il y en a qui travaillent sur des solutions optiques. Donc, il y a besoin de développer aussi des briques technologiques pour pouvoir opérer en sécurité dans un environnement plus large. Où en sont les autres pays, alors en Europe, mais pas aux États-Unis aussi, dans ce domaine-là? Alors, ils ont une autre philosophie que nous, de ce que j'ai pu comprendre. Mais ce n'est pas une philosophie européenne en Europe? En Europe, par rapport aux États-Unis. Ah bon, alors commençons par les États-Unis alors. Alors, les États-Unis, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient une approche plus expérimentale. Ils autorisaient plus de choses, mais c'est l'opérateur qui prend la responsabilité. Bon, après, ils se plantent aussi plus souvent. Mais donc, après, ils se heurtent au même problème que nous. Hein. Risque air, risque sol, c'est la même philosophie. Mais ils vont ouvrir plus d'opérations pour avoir de l'expérience, mais la responsabilité repose sur l'opérateur. Côté européen, en fait, donc pour gérer les aspects évitement de collision, on voit l'importance d'être équipé de moyens de détection de trafic. Et par exemple, en Allemagne, ils sont beaucoup plus équipés d'un moyen qui s'appelle le FLAM qu'en France. Et les drones peuvent détecter ce qui est géré par FLAM et se signaler à ceux qui utilisent le FLAM. Mais si en France, côté aviation générale, on ne s'équipe pas plus, on a un souci. Donc, mais est-ce que ce système répond aux besoins et résout tout le problème? Alors, il répond aux besoins de détection. Est-ce qu'il résout tous les problèmes? Il fonctionne quand l'on accepte de se signaler aux autres. Il ne fonctionne pas quand on est malveillant, furtif, etc. Et puis après, il y a des obstacles, une grue qui va être montée ou des choses comme ça. Bon, là, c'est plus de l'évitement de collision avec un autre aéronef, mais on a aussi besoin
d'autres moyens de détection, même vis-à-vis d'environnements bienveillants, de choses qui ne se signaleront pas. Mais ça résout une grosse partie du problème. Ça ouvre des champs d'opération. Farah, est-ce que Thales travaille avec des partenaires aux États-Unis, dans d'autres pays européens, je suppose, sur ces sujets-là? Oui, comme on est tout petit, on travaille. Voilà, c'est ça, ouais. On a effectivement une bonne expérience aux États-Unis. On a, je vais le citer, le projet Ventis, qui est avec l'État du Dakota du Nord, où il y a énormément de choses qui ont été faites. Comme l'expliquait Christelle, la philosophie n'est pas la même. Et tout repose effectivement sur l'opérateur de drone, mais ce qu'on va déployer dans ce cas-là, c'est des infrastructures qui vont supporter l'opérateur de drone. Donc il y a des solutions d'antennes, de détection et des solutions de gestion de l'espace, des missions drones. Il y a aussi une grosse avancée, on va dire, sur le sujet d'intégration UTM-ATM. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les acronymes, c'est l'intégration des drones dans l'espace des vols habités. Chose qu'on n'a pas encore complètement percée en France. Et alors, Romain Bévillard, vous regardez un peu, vous, ce qui se passe à côté, ça ne vous donne pas des idées, notamment aux États-Unis? Natacha me souffle de dire non. Je vais me permettre de ne pas être d'accord. Merci Natacha. Non, les États-Unis, Christelle en a parlé, ils ont adopté une approche qui est assez différente. Il y a aussi des facteurs contextuels qui me semblent importants de rappeler. Ça va paraître idiot dit comme ça, mais je vous promets qu'il y a un fond de vérité. Le ciel est plus grand aux États-Unis. Et trouver des gens où il y a personne, des zones où il n'y a personne aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile qu'en Europe, a fortiori qu'en France. Donc, approche différente, avec également des facteurs contextuels qui sont différents et qui sont effectivement plus permissifs aux États-Unis. Voilà, le terrain de jeu est plus grand dans tous les sens du terme. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, les enjeux du BVLOS, alors on va les rappeler quand même pour être très clair, c'est que le drone est non-voyant ou malvoyant. Vous remplacez le drone par un Cessna, par un Airbus, par ce que vous voulez, le sujet est le même. On sera, je pense, assez tous d'accord pour avoir peur de savoir que le commandant de bord de son Airbus est aveugle ou qu'un pilote de loisir dans son Cessna 152 voit très très mal. Ça ferait hurler tout le monde, je pense à juste titre. C'est pareil avec le drone. Donc le drone, il peut avoir des caméras, il peut avoir des dispositifs de détection et d'évitement, mais c'est pas un équipement standard. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit de faire évoluer un appareil sans équipage à bord dans un espace aérien où on va y croiser tout un tas d'autres usagers qui, accessoirement, étaient là aussi depuis très longtemps, donc vous ne voyez pas forcément d'un très bon œil l'arrivée de nouveaux acteurs avec des produits très accessibles, très faciles à mettre en œuvre, mais qui posent des problèmes de sécurité évidents. Donc une fois qu'on a bien rappelé ce problème, on est bien d'accord qu'il s'agit non pas d'interdire le BVLOS, le développement du BVLOS est un enjeu clé pour l'essor de l'activité. Donc il faut savoir comment on va faire ça de manière intelligente et de manière entre guillemets industrielle. Il y a plusieurs initiatives qui sont possibles. On peut rendre les trafics collaboratifs et coopératifs, c'est-à-dire qu'on peut se signaler. Une personne qui ne voit pas, elle peut entendre. Donc on peut mettre des grelots partout. On oublie les grelots dans l'espace aérien, on est d'accord aussi. Mais on peut se signaler avec des moyens visuels ou électroniques, avec la limitation que ce moyen visuel ou électronique, il n'est pas partagé par tout le monde. On a du FLAR, on a de la DSB, on a du TICAS, on a des solutions non certifiées. Tout ça n'est pas interopérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire entre le FLARM, le TICAS, la DSB, l'OGN, etc., bon an, mal an, tout ça, ça parle entre eux, et donc je sais que je peux voir tout le monde. Donc on a toujours ce problème de trafic qui ne sont pas coopératifs. Et pourtant, ils sont là. On ne les voit pas. On ne les entend pas. Sur les grelots, ça ne marche pas. Donc ces trafics-là, on ne peut pas les ignorer. Et on ne peut pas dire « ouais, mais le ciel est grand ». Voilà. Donc il y a évidemment ces solutions de systèmes embarqués. Il y a des solutions UTM, donc de gestion du trafic drone et d'intégration du trafic des drones dans l'espace aérien. Là, on a des règlements qui ont été adoptés, qui sont en vigueur, mais maintenant, il faut que ça monte en puissance au niveau des exploitants de Service Space, au niveau de la technologie.
Tout ça, c'est des opérations qui doivent être certifiées, donc c'est un peu long. On a une autre solution qui aujourd'hui est la solution à court terme la plus simple, mais dont on connaît bien les limites, c'est celle de la ségrégation de l'espace. Vous ne voyez pas les autres trafics, donc on va vous faire voler là où on vous garantit qu'il n'y a personne. Alors ça marche, hein. Si je vous mets dans une pièce, je vous dis vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous cogner au mur parce que les murs sont extrêmement loin, vous pouvez courir les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Mais si je vous offre ce terrain de jeu, j'interdis aux autres personnes de venir jouer dans la même pièce que vous, parce que vous n'allez pas pouvoir les éviter. Et je vous dis, vous allez être tout seul dans la pièce, mais je vais faire voler personne d'autre. Forcément, on dit, attendez, le ciel, il est à tout le monde. Pourquoi eux, il y aurait le droit de jouer et de courir dans tous les sens, et pas moi? Donc la solution de la ZRT, on en voit une première limite, qui est celle de l'égalité à l'accès à l'espace. L'autre problème des ZRT, c'est que donc ZRT, des zones réglementées temporaires, donc c'est des espaces aériens dans lesquels on va empêcher les autres usagers de rentrer pour vous laisser courir dans tous les sens tranquillement. Dans une pièce, c'est facile, on peut empêcher les gens de rentrer, on met des murs, on ferme les portes. Éventuellement, on met un vigile. Dans le ciel, ça ne marche pas. Il n'y a pas des briques magiques qui flottent ou des panneaux qui disent « attention, vous n'avez pas le droit de rentrer ici ». Donc ça passe par la publication d'informations aéronautiques. Mais pour que l'information arrive jusque dans les cockpits, il faut qu'elle soit lue par des gens qui préparent leur vol. Il y a sûrement des pilotes d'aviation invités dans cette salle. Un vol, ça se prépare. Il y a énormément de choses à lire. La publication sur une zone réglementée temporaire n'est pas des plus intuitives. L'ergonomie, la manière dont l'information est présentée n'est pas parfaite. Voilà. Plus les pilotes ne sont pas parfaits. Je suis désolé si on va continuer dans la provocation. Donc des zones ségréguées avec des trafics qui pénètrent en toute connaissance de cause, mais plus souvent parce qu'ils ne sont pas au courant de l'information, ça arrive. Et si vous courez les yeux fermés dans votre grande pièce et que je vous dis « Ah, attention, j'ai fait rentrer 10 personnes », c'est pas une situation d'avenir. Donc dans une pièce, vous allez avoir des bleus. Quand un drone va rentrer dans un rotor, dans une aile, dans un réacteur, dans un pare-brise, on ne sait pas exactement et précisément ce qui va se passer dans tous les cas de figure, mais on est d'accord pour être tous pessimistes. Donc la solution de la ZRT n'est pas une solution qui aujourd'hui est une solution d'avenir. Ça permet des opérations, tant qu'elles ne sont pas trop nombreuses, parce qu'il ne faut pas confisquer le ciel. Ça peut être une transition ? Ça peut être une solution provisoire en attendant pour acquérir de l'expérience, comme vous disiez. C'est le statut de ce fameux couloir. C'est une zone réglementée temporaire. Donc quand elle est active, les autres trafics ne peuvent pas rentrer dans la zone. Donc si on veut éliminer un peu cette limitation liée à cette privatisation en quelque sorte de l'espace, il faut que cette zone ségrégée, si on a recours à ça, toujours à titre effectivement transitoire, il faut plutôt la prévoir pour des gestionnaires d'espace qui permettront un accès quand même, non pas libre, mais réglementé, comme son nom l'indique, à ces espaces. Et pas dire, cette zone, on va la créer pour Thales, il n'y a que Thales qui va voler avec les drones Thales, pour les drones Thales, avec les télépilotes Thales, etc. etc. Ça peut marcher, mais on en voit vite les limites. On a 15 000 exploitants en France quand même. Hein. Donc si on doit créer 15 000 ZRT, voilà, on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas marcher, sans même parler des pilotes d'avion qui vont dire « et nous alors ?» Voilà. Donc effectivement, une solution transitoire, ce serait d'avoir ces espaces ségrégés, mais qui peuvent être au bénéfice de plusieurs exploitants. Typiquement pour des vols d'essai, ça c'est une voie qui fonctionne bien, qui fonctionnera encore probablement pendant quelques mois, voire quelques années, mais on n'a pas une mise à l'échelle qui est évidente. On ne va pas faire de la dentelle dans l'espace aérien français pour dire là vous pouvez pas, là vous pouvez, mais à 17h18 vous ne pourrez plus, attention. Enfin bon voilà, je crois qu'on a tous compris l'idée. Mais alors, aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a des vols sous le régime BIVILOS ou pas du tout ? Alors aujourd'hui, Et je ne parle pas de vols expérimentaux dans vos couloirs, par exemple. Alors opérationnels. On a des vols dits de grande élongation qui vont se faire hors espace ségrégé. C'est très minoritaire et je rejoins ce que disait Farah tout à l'heure. L'alternative, si ce n'est pas des systèmes embarqués, alors ça peut être aussi des systèmes embarqués, comme le FLARM, mais on sait qu'on ne va pas détecter tout le monde, donc il faut le compléter avec d'autres choses. Et ces autres choses, ça peut être des systèmes au sol et ça va être aussi beaucoup de contraintes opérationnelles. Ça peut être des observateurs de l'espace aérien qui sont tout le long de la trajectoire. Mais ça, c'est pareil, on voit bien que
avec les milliers de kilomètres d'Enedis, on ne va pas mettre un petit bonhomme tous les kilomètres en disant c'est bon, tu peux y aller. Bon, ça marche, mais c'est limité. Justement, Enedis, vous avez complètement renoncé pour l'instant à faire de la grande élongation ou vous expérimentez? On fait du vol hors vue, mais dans le cadre du scénario S2, donc on est limité en gros à 1 km. Donc, et vous me rappelez 300 000 km. Donc notre finalité qui est de quelque part décarboner la visite hélicoptère, là en fait on fait balader des véhicules. Alors s'ils sont électriques, ça va. Mais donc voilà, il y a tout ce chemin à construire ensemble pour arriver à cet horizon qui n'est pas fermé, j'en suis conscient, quoi, mais qui doit être expérimenté. Voilà. Mais quelle est votre position aujourd'hui? Vous êtes complètement attentiste et en attendant que ça se débloque, ou vous participez à des groupes de travail, à des expérimentations? Les réunions avec M. Bévillard, et on veut travailler avec des partenaires ou constructeurs dans le cadre de Sora, mais bon, après c'est spécifique, c'est pas notre métier. Nous, à la base, on est électricien, donc il y a tout un modèle industriel à imaginer qui opérera le drone dans ce cadre-là. Pour nous, quel business il peut avoir, à quel tarif. Il y a tout ce système. Donc on va faire des briques et des tests pour faire avancer le système et puis voir jusqu'où on peut aller, quoi. Alors si parmi vous, certains ont une expérience, partagez-la. Ou si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, alors attendez, on va... Juste pour conclure, justement sur les différentes initiatives, mais ça prendra 10 secondes pour renforcer le caractère quand même important de ces vols Bivilos. On peut signaler quand même des initiatives, des travaux de recherche au niveau à la fois français, européen et international. Donc c'est vraiment une préoccupation qui est commune à tout le monde. C'est pas juste en France que le Bivilos est impossible ou compliqué. En fait, le problème est le même pour, j'allais dire, la Terre entière. J'exagère un peu. Et donc, ils ont lieu dans quel cadre ces travaux internationaux? Alors, au niveau international, on a un groupe de travail qui s'appelle JARUS, qui est une association d'autorités auxquelles sont également invités à participer des représentants de l'industrie et d'organismes de recherche, et qui vise à définir des modèles de risque pour atténuer le risque R. Donc ça passe par une approche qui aujourd'hui est extrêmement scientifique, arriver à modéliser les différents risques et les différentes classes de risques dans l'espace aérien, et à partir de là, utiliser des approches statistiques pour dire, voilà, dans tel type d'espace, le taux de rencontre avec un aéronef habité, il est de temps, et donc si le drone est équipé de telle manière ou avec telle procédure, on considérera que le risque est acceptable. En revanche, si vous êtes dans un espace très densément peuplé en termes de trafic, il faudra des systèmes beaucoup plus certifiés, beaucoup plus performants. Et là, aujourd'hui, on explore encore la définition des modèles de risque. Et puis, au niveau européen, l'agence européenne mène également des travaux pour également permettre les opérations Bivilos. Et là, il faut raisonner un peu tous azimuts. Les solutions des systèmes embarqués, des systèmes de notification de vol qui sont, à mon avis, assez prometteurs et qui mériteraient d'être étudiés un peu plus avant, avec la contribution des fédérations d'aviation habitée. On ne va pas juste leur manger la laine sur le dos en leur disant faites de la place, voilà les drones. Ils ont évidemment un rôle à jouer. Et sachant que le sujet est éminemment européen, ce sujet de la notification, ce serait dommage qu'on le traite en franco-français. Même si on l'a identifié dans le groupe de travail sur les opérations de grande élongation, il y a probablement de la place pour une mise à l'échelle de ce type de plateforme de notification des vols au niveau européen. Je viens vers vous avec le micro. Alors, j'aurais pu vous l'envoyer, mais avec Adrien, on n'a pas eu le temps de faire l'étude Sora, donc je vous l'apporte, je préfère. Merci. Je suis Michel Gors, je travaille pour Skyboard-U, qui est un petit opérateur drone dans la région, sur Libourne. On effectue déjà des vols BVLOS sous autorisation d'exploitation, donc on a pris le pli de toutes les formalités à accomplir pour avoir ces autorisations. Et pour l'instant, la seule solution qu'on envisage nous, parce que nos vols ne sont pas on a une partie vol d'entraînement, mais qui est une toute petite partie de l'activité. En revanche, la plupart de nos vols BVLOS sont réalisés pour des industriels, sur de l'inspection de linéaires, entre autres. Et donc, on ne choisit pas les zones. Alors, on choisit toujours de la zone peu peuplée ou non peuplée, pour avoir plus de facilité à obtenir l'autorisation. Et à chaque fois, c'est
sous la condition d'avoir une ZRT. Donc on demande la création d'une ZRT. Donc ma première question, c'est rapport à ça. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Bévillard, sur le fait que le message, tous les NOTAM qui sont transmis aux usagers de l'aviation, en général, sont peu lisibles ou mal, c'est pas très bien fait. Ne serait-il pas possible d'avoir une plateforme unique ou un genre de carte, un peu comme il y a sur Géoportail, où en plus du reste, on voit les ZRT qui apparaissent, où toutes les zones qui sont liées aux NOTAM publiés, qui apparaissent de la même façon que l'activité, par exemple, dans les zones RTBA de la Défense, etc. Déjà, ce serait un plus, parce que pour nos autorisations de vol, on communique notamment pour nos zones qu'on va utiliser des fichiers KML, c'est ce que l'on vous envoie pour que vous puissiez les vérifier facilement, et ce n'est pas le cas quand on fait une demande de ZRT. Curieusement, on donne une liste de points avec des coordonnées inscrites, je dirais, sur un papier. Ce n'est pas un fichier qui est directement lisible. Donc déjà, c'est bizarre. C'est pas pratique. Donc c'est ma première question. La deuxième question, c'était rapport au signalement coopératif pour les aéronefs en vol entre eux, aéronefs habités et drones. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile de choisir un système qui est standardisé dans l'aviation habitée? Donc je crois que le système, il me semble, c'est l'ADSB, et de l'étendre aux drones également, de façon à ce que tout le monde ait le même système, qui soit compatible et que ça fonctionne, au moins d'un point de vue déclaratif. Merci. Je crois que ça s'adresse à vous, cette question. C'est deux questions. Oui. Alors, pour la première question, oui. Tout simplement, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous dirais bien lâchement qu'un tel outil n'est pas du ressort de la DSAC. Voilà. Donc moi, Romain Bévillard, je peux vous dire, je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est scandaleux qu'on n'en ait pas déjà un. Voilà. Non, mais je pense plus sérieusement qu'effectivement, il y a une réelle carte à jouer là-dessus, voilà, dans tous les sens du terme. Un outil de notification, je pense, apportera, avec une bonne ergonomie, rendra le modèle de la ZRT non pas pérenne, parce qu'on a ces problèmes de privatisation de l'espace et de multiplication des zones, mais on pourra largement fiabiliser leur imperméabilité aux autres trafics. Et oui, je pense que c'est plutôt une mission pour le service de l'information aéronautique, ou peut-être une autre entreprise qui voudrait se lancer là-dedans. Ça se ferait évidemment avec la bienveillance de l'aviation civile, j'en suis certain, et je pense que c'est une voie de développement tout à fait intéressante. Voilà. Sur la deuxième question, la question de la DSB, oui, mais voilà. Je ne suis pas un spécialiste de la DSB. Alors, par contre, comme tout le monde, je sais que ça coûte cher. La DSB étant un système certifié, vous allez vous retrouver avec un système qui va coûter significativement plus cher que votre drone. Forcément, ça pose question. Et deuxièmement, je ne sais pas si Christelle a plus d'infos, peut-être Farah, j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de saturation des adresses à utiliser pour les systèmes ADSB. On ne peut pas équiper tout ce qui vole d'un ADSB. Et des questions aussi d'emport, on peut difficilement équiper un paramoteur d'un ADSB. Or, typiquement, les paramoteurs sont le type de trafic qu'on va croiser entre 0 et 500 pieds à altitude, enfin, dans les couches où on va croiser le plus de drones. Donc, sur le principe, oui, évidemment. En pratique, on n'est pas loin de la quadrature du cercle, donc il faut trouver aussi d'autres choses. Voilà. Merci. Si quelqu'un veut compléter. Je n'ai pas d'infos sur les fréquences. J'ai entendu la même chose que toi sur la saturation des fréquences ADSB, mais je pense qu'il faut expérimenter, voir le service que ça peut rendre effectivement. Au niveau du chat, c'est assez mou. Alors, on a quand même une petite question de A-Cinematics qui, alors comme apparemment le sujet de Bivilos c'est extrêmement simple, rajoute une petite couche de complexité. Quid du FPV appliqué au BVLOS ou non? Est-ce qu'on s'oriente vers un assouplissement de la réglementation? Le FPV? Vous mettez un casque et vous pilotez votre drone. D'accord. S'il y a d'autres questions qui peuvent arriver, n'hésitez pas. Mais oui, je vois une main levée. Merci beaucoup, monsieur. Je vous ferai bien une réponse un peu provoque. Quand vous faites du FPV,
quoi que vous en pensiez, vous n'êtes pas capable de surveiller tous les abords de votre drone. Donc pourquoi assouplir une réglementation quand le risque est le même? Voilà. Désolé, ce sera probablement pas très agréable à entendre, mais je suis le rabat-joie de service, l'oubli. Une question. Bonjour, Laurent Caillard, je suis un ancien pilote, un ancien opérateur de drone. Vous nous avez beaucoup parlé, vous avez uniquement parlé de l'anti-abordage. Est-ce qu'en matière de BVLOS, vous pouvez également nous parler de la fiabilité des engins? Est-ce que c'est un problème? Combien de temps ça va prendre pour les considérer aptes, nonobstant les problèmes d'anti-abordage, aptes à voyager loin? Alors, est-ce que c'est une question qui est... Pas forcément. Pas forcément. Je pense qu'on peut peut-être la poser à quelqu'un qui a de l'expérience et qui a pendant plusieurs années fait travailler des opérateurs. Vous avez eu des soucis? Alors, jusqu'à présent, tous les vols BVLOS qu'on a pu avoir, il n'y en a pas énormément, mais toutes les expérimentations qu'il y a eu en BVLOS, il n'y a jamais eu de catastrophe. Alors, je touche du bois. Définissez catastrophe. Non, la techno y est. Tous ceux qui ont pu voler, qui ont eu les autorisations pour voler, pouvaient voler et n'ont jamais eu d'accident. Ça n'a pas été noté enfin, chez moi, il n'y en a jamais eu toujours. Et pourtant, il y a plusieurs types d'aéronefs qui ont été testés, puisqu'il y a eu des quadrirotors qui ont fait du vol BVLOS, il y a des voilures fixes qui font du vol BVLOS, il y a des ballons qui font du vol BVLOS. Et pour autant, la techno, elle fonctionne. Et on a des drones qui peuvent aller très loin et revenir jusqu'à ce que... Et ça se passe très très bien. Et le travail qui a été mené avec la DSAC, c'était vraiment aussi la techno de l'aéronef et de s'assurer que et l'aéronef et le pilote, parce que ça rentre en ligne de compte aussi, puissent aller loin et revenir. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas eu à faire, à ma connaissance, là où nous on fait les essais, j'ai jamais eu de problème au niveau des technologies. Par contre, ce que disait Romain tout à l'heure, c'est la problématique, c'est ce qui se passe autour du drone. Donc quand on pilote son drone et qu'avec les caméras qui vont bien, c'est effectivement l'anticipation de ce que l'on pourrait avoir autour, avec soit un autre aéronef quel qu'il soit, et les paramoteurs en font partie puisque c'est pas forcément ceux qui vérifient les notables en premier, et ou un autre drone malveillant. Mais sinon, après l'aéronef en lui-même, il n'y a pas de problème. Alors pas tout à fait d'accord. Mais... Ah. Enfin. Donc côté Onera, on a eu la possibilité de regarder, d'analyser la sécurité et la fiabilité de drones maison, d'autres drones, etc. Et en fait, on trouve deux types de problèmes. Il y avait des drones de première génération qui manquaient de mécanismes de gestion d'aléas, de détection de sortie de zone, etc. Enfin, qui avaient des défauts d'architecture. Maintenant, je pense que ces défauts sont corrigés. Et par contre, sur la fiabilité intrinsèque des composants, on a un souci numéro 1 qui est sur les drones de taille réduite, on achète des composants du commerce existant pour lesquels on n'a pas toutes les informations de fiabilité nécessaires, comme sur les gros avions. Donc, l'architecture des drones se robustifie, et je commence à avoir confiance, mais par contre, la fiabilité des composants, selon les types de missions, peut être insuffisante. Et plus les drones sont petits, moins on a de place pour mettre de composants redondants, etc. Et plus le drone peut tomber souvent. David, vous qui avez donc plusieurs milliers de kilomètres de mission, est-ce qu'il vous est arrivé des crashs? On n'a pas eu d'accidents. Des incidents, il y en a, on remonte les fiches régulièrement. Donc après, ça peut être... c'est pas des aéronefs qu'on croise, on a souvent des rapaces qui attaquent nos drones, voilà, parce que bon, quand on les dérange. Après, il y a, oui, sur le matériel, il y a
ça s'améliore. Si la question, c'est pas 100% fiable, je pense. Voilà. D'accord. Mais après, tout dépend des les conditions de vol. Si on opère, nous, à 30 mètres de haut autour de nos lignes, l'impact n'est pas... Voilà, c'est... Non, donc du coup, une question justement pour Enedis. Parce que là, du coup, on voit que les exigences... Alors, ce serait bien que tu précises qui tu es. Pardon. Fabrice Cusieux, je suis de l'ONERA. Et je suis directeur programme drone pour l'ONERA. Et donc, oui, ma question est plus pour Enedis. En effet, c'est justement par rapport à, on voit les exigences que l'on fait monter finalement, cette temporisation qu'on a imposée. J'ai bien compris, c'est pas la DESAC. Mais donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler en fait finalement si vous n'avez pas une crainte sur le coût récurrent qui va peut-être augmenter justement avec des machines que l'on va complexifier, des opérations que l'on va complexifier. Et est-ce qu'il y a aussi une problématique justement sur le BVLOS en danger, sur un équilibre économique et une capacité finalement à garantir une bonne opérabilité finalement de ces drones sur ces opérations spécifiques? Alors, l'équation économique, c'est sûr, je le disais, elle est importante. Aujourd'hui, on veut substituer, on est dans des programmes RSE, on veut substituer l'hélico, mais c'est pas à n'importe quel prix. Vous voyez votre facture d'électricité, on y contribue, mais on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas dire, ça me coûte 2 fois plus cher pour développer ou outiller les matériels, je vais exploiter mon réseau, ça vous coûtera 2 fois. C'est dans votre facture, quoi. Donc on est garant de cet équilibre, de regarder ce que ça va nous apporter, même si c'est plus cher, que ça nous apporte d'autres avantages, anticiper les défauts, être plus réactif, couper les clients moins longtemps, intervenir sur le dépannage plus rapidement. Il y a des upsides, des gains qui sont autres que sur le traditionnel qu'on opérait avec l'hélico, quoi. Donc c'est vraiment à voir dans une globalité, quoi. Et la décarbonation, mais voilà, la data, elle a aussi une empreinte écologique, quoi. Donc c'est aussi des facteurs qu'on regarde. Capter sans arrêt ces données, les stocker, pouvoir les utiliser peut-être. Derrière, c'est de l'électricité, même si on travaille dedans. Si on est RSE, il faut regarder globalement notre process. Quand on le change, je décarbone l'hélico, mais il ne faut pas que je sois trop gourmand en stockage, en utilisation de données. C'est un équilibre, quoi. Donc on travaille sur les capteurs, au-delà des vecteurs. Quel est mon usage? J'ai besoin de quelle définition pour avoir que ce qu'il me faut, quoi. Merci. Une autre question? Oui, bonsoir. Richard Beaulieu, Thales. C'est une question... Thales? Oui. Enfin, je suis un peu un collègue de Farah. Tout à l'heure, dans la discussion, on disait que pour l'instant, il y avait plutôt la ZRT. L'avenir, c'était plutôt les U-Space. J'aurais voulu savoir comment vous voyez la transition entre les deux. Quelles sont peut-être des étapes entre les deux? On sent bien que entre l'actuel et le futur U-Space, qui peut être plus ou moins lointain, est-ce qu'il y a des étapes et quelles seraient les conditions de ces étapes? Qui peut répondre à cette question? Peut-être vous? Encore? Allez-y, Romain. Peut-être contribuer. Vous prenez des risques chaque fois, mais... Je crois que le orange ne me va pas bien. Je l'ai dit à mon chef pourtant. Mais bon. Alors, très honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas. On a un règlement U-Space qui est en application. On a des candidats à la certification en tant qu'exploitant de services, enfin fournisseur de services USSP. Il y aura forcément une partie expérimentale. Il y aura forcément une partie où on va apprendre en marchant. Il n'est pas exclu qu'on ait une cohabitation de ZRT et l'espace U-Space. Mon point de vue, qui n'est peut-être pas tout à fait celui de la DESAC, c'est que le règlement U-Space et les espaces U-Space, on est loin d'avoir une idée très précise de qui en voudra et pour quelles raisons et selon quel modèle économique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de points d'interrogation. On a un règlement, on a un plan qui est assez précis, qui est assez prescriptif. On a des gens qui sont en train de se faire certifier ou qui sont sur le point de l'être. Mais après, ce qui manque, c'est la personne, dont j'ignore bien l'identité et le statut, qui va frapper à la porte d'une porte qui n'est pas bien définie non plus et qui va dire « je veux un espace U-Space, je voudrais, à cet endroit-là pour faire ceci avec telle personne ».
Et ça, pour l'instant, je dis ça, il n'y a rien de péjoratif, mais de ce point de vue-là, le règlement U-Space est plutôt une coquille vide. On a une coquille qui a été très puissamment réfléchie, négociée, discutée, votée, approuvée, publiée, entrée en application. Il n'y a plus qu'à. Il faut que la filière, avec un F majuscule, se saisisse aussi du sujet, que tous les porteurs de projets, comme on dit en langage, j'allais être vulgaire, ingénieur, se concrétisent avec des projets. Et ça, on ne sait pas trop encore quelle tête ça va avoir. Maintenant, c'est du point de vue de la DESAC, je ne suis pas un expert U-Space, ni des ZRT. Donc peut-être que j'aurai un petit coup de main de camarade de table ronde, ou sinon on temporisera aussi. On va parler de ce sujet demain après-midi sur la table ronde aussi, sur les perspectives de 2035. Donc si vous voulez avoir une autre réponse, un peu plus positive, demain après-midi. Bien sûr, mais on va faire tourner Rapidement, après, on entendra la prochaine question. Je suis tout à fait d'accord, Robin. Et d'abord, merci Richard, parce que moi, ça me démangeait d'être ici, de ne pas pouvoir poser la question. Alors, une précision, vous avez le droit de vous poser des questions entre vous. Hein. Non, je partage voilà, ce qui a été dit, et c'est juste pour réagir et dire qu'il y a des acteurs, je pense, qui ont envie et qui tentent, et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, et c'est pour ça que c'est pas concret aujourd'hui en France. Mais Thales est présent et on n'est pas les seuls. Vous avez dit, il y en a d'autres qui ont démarré le process de certification. Là où on a beaucoup plus de difficultés, c'est dans la précision de ces étapes. Comme vous avez dit, il y a une porte qui existe, mais on ne sait pas bien où elle est et laquelle. Donc on y travaille. Il y a aussi d'autres projets européens qui travaillent sur les mêmes sujets du U-Space. La différence que je vois, moi, c'est que, on va dire, les autorités nationales ailleurs, ou dans d'autres pays européens que je ne vais pas citer, participent à ces réflexions-là, participent à ces projets. Pas réflexion, mais projets, parce que je suis sûre que la DESAC réfléchit très bien. Mais voilà, on n'a pas encore toutes les réponses. On se pose encore beaucoup de questions et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément d'enjeux, de problématiques, et avoir une vue globale de tout ça nécessite qu'on travaille ensemble et qu'on avance ensemble. Natacha, vous voulez en fait, je vais rejoindre et Farah et Romain, en fait, parce que nous, on fonctionne en ZRT. On a une ZRT sur la LFR 333 qui est quand même plus facile d'accès. La ZRT Sud-Francilien 1 et 2 qui, elle, s'active par NOTAM, donc c'est très compliqué. Nous, on fait des essais. Quand on a des tests de transports médicaux un peu plus loin, fonctionne par ZRT, vous imaginez bien qu'on ne peut pas fonctionner par NOTAM. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, alors jeudi prochain, potentiellement, il va faire une crise cardiaque, donc je vais devoir transporter mon défibrillateur par drone. Donc là, ça va être problématique, d'où le U-Space. Donc c'est les limites que disait Romain. Le problème de la ZRT, c'est le nombre de vols qu'il y a dans la ZRT, mais c'est aussi l'utilisation de la ZRT. Et là, il faut passer au U-Space. Et là, passer au U-Space, on ne sait pas. C'est hyper compliqué parce que justement, on se retrouve avec des gens qui vont devoir gérer de l'espace aérien. Un peu, alors on le fait, certains le font dans leur centre d'essai, etc. Mais voilà, il y a tout un tas de questionnements qui se font. Nous, on le fait un peu on le fait avec l'aide de Thales, d'Innovatm, etc. pour pouvoir justement essayer d'avancer, de digitaliser les espaces. Mais du coup, qui dit U-Space dit peut-être plus centre d'essai. Mais peut-être oui, mais peut-être non. Donc voilà, c'est un peu les difficultés à l'heure actuelle. Mais par contre, on travaille vraiment tous ensemble avec la DESAC, et la DESAC travaille avec nous aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de mener à bien. Maintenant, c'est pas simple d'y répondre. Et puis, plus il y a de cas d'usage, plus il y a de demandes, et plus il y a de demandes, et plus il faut essayer de répondre à tout. Et c'est pas simple non plus. Bonjour à tous, Nathan Alapter de UA Solutions. J'aurai à nouveau une question probablement pour Romain. Dans l'ensemble, je crois qu'on a compris que l'équation est très très complexe quand il s'agit d'espace aérien, donc on a différents acteurs, il y a différentes solutions.
en règle générale, je préfère penser en termes de solutions simples. Et je remarque qu'il y a aussi une très grande partie de l'espace aérien qui est peu ou pas utilisée, en dessous de 150 mètres en particulier, dans beaucoup de régions. Est-ce que ça serait envisageable, par exemple, sous réserve d'une certaine acquisition de données, où on verrait quel pourcentage du trafic est collaboratif et lequel ne l'est pas, par exemple sous forme de sondage, dans un environnement aéroportuaire, par exemple, d'imaginer de pouvoir identifier aussi des zones où il y a peu ou pas de trafic et où on sait que tout le monde est collaboratif, et d'ainsi aussi pouvoir, j'ai envie de dire, aussi permettre ce potentiel et ouvrir ce potentiel de BVLOS dans ces zones-là. Alors, oui, c'est effectivement une piste de réflexion évidente. Juste petite nuance, c'est que le trafic qui n'est pas coopératif, il l'est pour personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas une couverture radar qui va de 0 pied au FL600 en France, sur l'ensemble du territoire. Et donc, quand on parle de trafic coopératif, c'est pas seulement du trafic coopératif entre un avion et un drone. En France, il y a des avions dont on ignore où ils sont. Si on prend un point au hasard dans l'espace aérien français, on n'a pas la garantie de dire là, il n'y a pas d'avion. Voilà. C'est aussi ça le trafic non coopératif. Les zones où il n'y a pas de transpondeur, les zones où il n'y a pas de radio, les zones où il n'y a pas de radar, ni primaire ni secondaire. Et ces zones-là, c'est difficile de dire voilà ce qui y passe. Ou alors on fait comme le S2, on met des observateurs tous les kilomètres, on dit tiens là il n'y a personne, tiens là il n'y a personne, tiens là il y a quelqu'un une fois de temps en temps. Donc il y a ce travail, et je crois que la Suisse a la chance d'avoir réussi à caractériser son espace aérien en plusieurs endroits. En France, on n'a pas cette chance, ça n'empêche pas d'essayer. Je parlais tout à l'heure des initiatives nationales sur le groupe de travail sur les opérations de grande élongation. Ce travail, il vise justement à associer les fédérations, le CNEFAS, la FFA, pour faire des sondages sur le type de trafic, le type d'équipement, les hauteurs caractéristiques auxquelles ils ont l'habitude de voler, le taux d'équipement, je crois que je l'ai déjà dit. Et pour essayer justement de caractériser. Donc ça, effectivement, il faut qu'on le fasse avec le CNEFAS, avec la FFA par exemple, avec les syndicats d'exploitants hélico, parce que ça fait partie des trafics qu'on croise également à faible hauteur. Mais c'est un travail qui doit être assez exhaustif, et il faut qu'on ait quand même un bon niveau de confiance dans le résultat qu'on va obtenir. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on fasse, parce que de toute façon, on ne le fera pas sans eux. Et ça pourrait constituer une manière d'avancer de manière un peu plus sereine sur notre gestion du risque air, en étant un peu plus confiant sur les zones où on peut dire que raisonnablement il n'y a effectivement personne. Maintenant, pas perdre de vue qu'en France, on a quand même on a le monde de l'ULM qui est extrêmement présent, extrêmement attentif à son espace de liberté, à qui, pour tout un tas de raisons, on ne pourra pas dire vous n'avez rien à faire en dessous de 500 pieds ou alors vous vous équipez. Il y a un comité américain qui a émis une recommandation sur la possibilité de modifier les règles de l'air en dessous de 500 pieds, et qui pourrait dire finalement les règles de l'air, elles disent que normalement on est censé voler à au moins 500 pieds. Donc on n'a rien à faire en dessous de 500 pieds. Donc si vous êtes en dessous de 500 pieds, mettons que vous ayez une bonne raison d'y être, et bien soit vous vous rendez visible, donc conspicuous en anglais, soit vous vous rendez perceptible par le reste des usagers de l'espace aérien, soit vous laissez la priorité aux drones, parce qu'en dessous de 500 pieds, statistiquement, c'est plus des drones qu'autre chose qu'on est censé trouver. C'est une recommandation, c'est un peu un pavé dans la mare, mais c'est pas totalement dénué de sens. Mais on voit bien que les réponses, elles seront pas uniquement réglementaires ou technologiques. Derrière, il faut équiper, il faut accompagner, il faut convaincre. Et voilà. Encore une fois, c'est pas la TESAC qui fera ça toute seule. Mais la piste de réflexion est tout à fait valable, évidemment. Pour continuer sur le sujet, un petit peu, c'était ce que j'avais aussi un petit peu derrière ma question. Le U-Space, quelque part, on élimine ce problème-là, puisqu'on dit que tout ce qui doit voler doit être inconspicuous, justement. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, sur ce chemin entre la ZRT aujourd'hui et le U-Space à terme, le fait d'identifier des espaces qui ne seraient pas encore complètement U-Space, mais qu'on commencerait à dire qu'il faut du conspicuous pour tous les aéronefs qui y volent.
C'était ça dont je parlais un peu des étapes intermédiaires qui ne seraient pas complètement un use space, mais qui peut-être... Parce que le problème des ULM, on les a en use space. Hein. Moi, je ne vois pas en quoi on n'a pas ce dont vous avez décrit, on ne l'a pas en use space. Si demain on définit un use space, on aura des ULM. Enfin, on a une très très forte probabilité qu'on ait des ULM. Merci. Alors ça, c'est plus une remarque qu'une question adressée à vous. Hein. Vous m'en voulez pas si je vous la... Je le prends comme une remarque, très bien. Et je vous rappelle la table ronde de demain sur le use space. Voilà, merci. On va faire un duo demain, si vous voulez. Si vous ne savez pas quoi faire demain après-midi, je vous invite. Hein, je vais parler STS aussi, puisqu'on fait de la pub. Bon, alors, à l'attention de tous ceux qui nous suivent ou qui nous rejoignent sur Jumpseat, hein, sur Twitch. Donc, je vous rappelle que nous sommes actuellement dans la deuxième table ronde de la première journée de l'UAV Show de Bordeaux, le salon de drone européen. Civil et professionnel. Nous sommes en direct du parc des expositions de Bordeaux et autour de cette table ronde, eh bien, nous avons David Carto de Enedis, Natacha Lalanne de Systématique, Faralu de Thales. Je ne vous présente pas, mais si je vous le présente quand même, Romain Bévillard de la DESAC et Christelle Seguin, ingénieur de recherche à l'ONERA, et tout au fond Adrien qui attend les questions du chat. Voilà. Alors, on vient de brasser pendant 1 heure des problèmes. J'aimerais bien qu'on finisse cet après-midi avec un peu d'espoir. Parce que si on se casse la tête comme ça pour résoudre ce problème du BVLOS, c'est que ça en vaut sans doute la chandelle. Donc... au principal utilisateur autour de cette table, comment vous voyez l'avenir du BVLOS? On dit, ça y est, on a résolu tous les problèmes. Pour vous, ça va apporter quoi, un drone qui peut partir loin? Moi, c'est pour les usagers, les clients qu'on alimente, quoi. Donc c'est-à-dire nous tous. Nous tous, quoi. Hein. C'est encore améliorer la qualité de fourniture, notre réactivité en cas d'incident, entretenir plus facilement les réseaux, utiliser Aujourd'hui, quand on utilise l'hélicoptère, on fait des opérations entre guillemets coup de poing. On fait un diagnostic sur 3 semaines. La végétation, elle pousse pas sur toute l'année, mais donc il faut que je puisse étaler, mais pour des raisons économiques, quand je fais venir l'hélico, je lui fais tout faire, quoi. Donc le BVLOS, par des matériels qui vont me permettre d'étaler mes visites dans le temps plus facilement, c'est pour mon activité, c'est l'avenir, quoi. Au niveau du pôle de compétitivité drone, j'imagine que parmi vos adhérents, vous devez en avoir plein qui ont aussi des idées d'utilisation. Oui, bien sûr, le transport médical. Lesquels, voilà, le par transport exemple. médical, par exemple, on va prendre celui qui peut rendre service à tout le monde. C'est la décarbonation de l'aéronautique, hein, parce que quand on pourra livrer du sang par drone plutôt que par hélico, on va quand même gagner du temps. Économiquement, c'est quand même plus intéressant aussi. Et donc, bien sûr qu'il y a une multiplicité de cas d'usage. Et le BVLOS, c'est l'avenir malgré tout. Donc voilà, il faut continuer à travailler ensemble et surtout ne pas s'isoler. C'est ça, tout le monde doit travailler et apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est bien parce que c'est exactement tout ce qu'on fait tous en ce moment. Et pour continuer, pour justement que le développement se fasse. Et donc au niveau de l'ONERA, vous travaillez aussi dessus et vous voyez, vous, déjà des utilisations possibles qui pourraient vraiment changer la face du monde? Alors, qui change la face du monde, non, mais qui simplifie la vie de tous les jours, oui. Donc, moi, ce qui me semble le plus prometteur et achevable à pas si long terme que ça, c'est des opérations de logistique pour des endroits très isolés. Parce que on ne va pas avoir la même difficulté que ce que l'on a dans l'inspection de ligne ou autre, s'approcher de territoires.
Mais je crois que La Poste fait beaucoup d'expériences pour livrer du courrier efficacement dans des zones isolées. J'avais eu l'occasion de voir ce qui se faisait au Rwanda, où il y avait des routes aériennes qui étaient ouvertes tous les jours, qui fonctionnaient. Et qui continuent à fonctionner. Qui continuent à fonctionner pour livrer des produits. Donc, là, on parle de produits pharmaceutiques, essentiellement. Je ne sais pas ce qu'ils livraient, mais c'était vaccins, médicaments, ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est possible en ayant des drones suffisamment fiables, suffisamment équipés. Et sur ce genre de zone, on peut mettre en place des règles opérationnelles en utilisant des moyens de signalement et autres. C'est efficace, ça marche. Et on pourrait acquérir de l'expérience. Donc moi, plutôt que de chercher tout azimut à ouvrir sans savoir où on va, je suis plus favorable à déjà expérimenter plus ce que l'on est capable de faire aujourd'hui. Et je pense que pour désenclaver des lieux, livrer des médicaments dans des lieux isolés, c'est faisable à court terme. Bon, alors nous on fait des recherches bien entendu pour aller plus loin, pour ouvrir l'espace de manière plus libre. Mais aujourd'hui c'est pas ça que j'ai envie de pousser. J'ai plus envie de pousser ce qui peut nous être utile demain. Alors Farah, sur le stand de Thales, il y a un magnifique drone qu'on avait découvert il y a 2 ans, qu'on a vu voler même il y a 2 ans. À quoi le destinez-vous, ce drone? Parce que ça sera sans doute, ce sera peut-être le premier drone civil certifié. Vous êtes bien parti pour? J'ai envie de dire oui, c'est bien parti pour, même si je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler. C'est clairement du drone de longue élongation, dont le cas d'usage principal serait de l'inspection. Je pense que c'est pour ça qu'il est le mieux placé. Je vois mon collègue qui fait oui de la tête, merci. Il a un micro pas loin, je crois. Super. Donc, bonjour, Tom Lagrange, Thales, et c'est principalement pour de l'inspection I2M. Et, pour de l'inspection? C'est inspection et monitoring. D'accord. Ouais. Et surveillance. Et donc le calendrier de ce drone, c'est quoi? La certification, on parlait de 2024? C'est ça, exactement. Donc c'est demain, c'est dans peu de temps. Tout à fait. Et alors, ça veut dire que vous êtes en avance de phase par rapport à la réglementation? Est-ce qu'on peut dire en avance de phase? Pas forcément, puisqu'en fait, on suit les textes de l'EASA. Donc, Non, mais d'un point de vue réglementaire, au niveau certification, vous serez prêt, mais le cadre pour l'utiliser sera encore en gestation. Tout à fait. D'accord. Ok. Et alors, tiens, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu, Romain. Donc, ça y est, là, maintenant, on a résolu une partie du problème avec un drone certifié. Eh bien oui. Parce que c'est vrai qu'on fait porter sur la réglementation une grosse part du problème, mais c'est, comme le disait tout à l'heure Christelle, c'est aussi la fiabilité des matériels qui permettra aussi de débloquer la situation. Oui, exactement. Dans ça, je rejoins Tom et Natacha. L'avenir, il se construira ensemble parce que le sujet du BVLOS, il préoccupe les autorités et il intéresse la filière. Donc, globalement, on a tous intérêt à se poser la question. Ce qui, moi, me semble positif, c'est que tout le monde a bien compris les enjeux économiques et technologiques du BVLOS. Donc il y a des efforts dans cette voie-là, et le sujet étant également identifié par les autorités, il y a vraiment des travaux à tous les niveaux, ce qui fait que quelque part chacun est dans son rôle, mais un bon rôle. L'autorité d'accompagner un développement sûr des évolutions, et la filière de proposer, les industriels, les exploitants, de proposer des solutions novatrices. Et donc le fait de savoir qu'il y a quand même cette fédération autour de cet objectif, d'un des objectifs de l'essor de la filière qui est le BVLOS, je pense laisse toutes les chances d'être assez optimiste sur le fait que ça verra le jour. Et aujourd'hui, une démarche qui vise à certifier un drone est probablement extrêmement prometteuse, puisque aujourd'hui le grand principe de l'exploitation de drones, c'est que ce que vous ne démontrez pas en termes de fiabilité, vous le compensez par des limitations opérationnelles.
un drone qui est certifié au même titre qu'un Airbus, qu'un Boeing, qu'un Embraer, qu'un Dassault, etc., vous démontrez qu'il est capable de voler au-dessus de n'importe quel type de surface, donc a fortiori au-dessus des gens, au-dessus des villes. Et donc à partir du moment où vous démontrez cette fiabilité, vous faites tomber toutes les contraintes opérationnelles. Si vous faites tomber les contraintes opérationnelles, vous généralisez les usages. Et après, votre seule limite sera votre imagination. Donc, d'avoir des démarches de certification et de montée en fiabilité des drones est un effort qui doit être, à mon sens, partagé par l'ensemble de la filière drone. Christelle, vous parliez tout à l'heure des échanges que vous aviez eus, des retours d'expérience à propos de l'expérimentation en grandeur nature au Rwanda. Mais là, donc, ce sont des Allemands qui mènent ces recherches, c'est Wingcopter, je crois. Là, on se heurte maintenant à de la concurrence. J'imagine qu'ils ne vont pas déballer sur la place publique toutes les informations qu'ils ont recueillies. La première expérimentation qu'ils ont faite au Rwanda, je crois que c'était 18 mois de transport quotidien. Donc c'est une manne d'informations incroyable. De ce point de vue-là, ils ont une avance. Oui, ils ont une avance. Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où tout le monde va mettre sur la table. Non, ils ont une avance. On n'a pas accès à toutes les informations. Donc à nous organiser au niveau de la filière pour partager nos retours d'expérience plus amplement. Après, on voit, il y a le drone de Thales, il y a d'autres drones qui se montent, qui vont avoir un bon niveau de fiabilité. À nous organiser au niveau de la filière pour récupérer ces informations-là. Donc, nous, côté ONERA, on mène des recherches sur la fiabilisation des drones et ce que l'on fait, on essaye de le mettre dans le domaine public. Je pense qu'on a tous intérêt à s'organiser, structurer la filière pour avoir des drones plus fiables et puis développer notre culture de la sécurité et toujours amener nos incidents pour progresser. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais demander à chacun d'entre vous, vous répondez quoi à la question au-dessus? Le BVLOS sans danger, point d'interrogation. Je crois qu'on y a déjà quand même pas mal répondu, mais bon, ça fait rien, c'est pour la forme. Non, moi je suis optimiste quand même. Même ce qui a été frustrant, mais vous l'avez ressenti dans mon premier témoignage, c'est de pouvoir faire des choses et de plus pouvoir le faire. Je comprends tout. Donc là, faut être optimiste, quoi. Il faut qu'on y aille parce que ça apportera tellement dans nos usages au quotidien, quoi. Donc il faut continuer à travailler. Donc oui, non, c'est pas en danger. C'est peut-être plus lointain que c'est pas instantané, quoi, en gros. Mais ensemble, faut qu'on y travaille et on y arrivera, quoi. Après, j'ai peut-être une question pour Thales quand même par rapport à leur drone. Avec plaisir. De toute façon, ils sont nombreux dans la salle. Si Farah n'a pas la réponse, ses collègues pourront avec compléter. Ce matériel certifié, on est toujours sur l'équilibre économique, quoi. Faudra, par rapport à un hélico... Vous me demandez combien ça coûte, c'est ça? qui exploitera... Voilà, moi, c'est peut-être une perspective, un horizon, mais... C'est forcément dans vos modèles si vous développez. Tom, c'est moins cher qu'un hélico. Ouais. À faire voler. Alors, BVLOS en danger, c'est hors de question. Moi, je suis à un centre d'essai, je suis là pour développer le drone et pour aider la filière drone à se constituer. Je ne peux pas être pessimiste, c'est pas possible. Donc, c'est justement aussi pour ça qu'on travaille tous ensemble. Mais par contre, c'est à condition qu'on travaille tous ensemble. Si chacun travaille de son côté, que ce soit les petites entreprises comme Thales ou les startups qui utilisent les centres d'essai, l'ADESAC qui prend pas, qui posera pas la question, alors que à chaque fois qu'on a fait un événement, ils étaient là, ils ont répondu aux questions. On avait plein de réunions ensemble aussi à destination des télépilotes, donc c'était hyper intéressant. L'ONERA est très présent aussi avec nous. Si on travaille tous ensemble, on y arrivera. C'est ça qui est bien. Et justement, on est encore sur une filière qui est finalement toute petite et grande à la fois, qui a de grandes ambitions et qui est tout à construire. Donc prenons le pli tout de suite de travailler tous ensemble. Farah ?
Merci, je suis tout à fait super. Non, moi aussi, en vraiment toute honnêteté, moi ça fait 2 ans que je suis sur le sujet du drone et je vois que c'est complexe, que la liste de problèmes à régler est assez longue. Moi-même, je suis la première frustrée quand tous les jours je découvre un nouveau problème sur la table, mais je vois globalement, on avance. On avance peut-être pas aussi vite que certains le voudraient, moi la première, mais on avance et on avance ensemble. Et tous les jours, on découvre des nouvelles choses et c'est pas grave. On n'en ressort que plus intelligent de nos réflexions et de nos échanges. Les solutions, pour la plupart, existent. Pour les autres, on va tester, on va expérimenter, on va apprendre de ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et rien n'est impossible. Mais effectivement, il faut le faire ensemble, de manière collaborative, et globalement, encore une fois, moi ce que je vois, c'est qu'on avance. Doucement, mais sûrement. Christelle. Moi, je suis sensible à l'utilité des choses. Et David a dit tout à l'heure, moi, c'est pas super fiable, mais vu que j'ai à opérer pas trop loin, la fiabilité me suffit. Donc, le BVLOS, oui. Le BVLOS full, il y a une liste comme ça de problèmes à régler. Ce qui peut marcher à court terme va coûter super cher, etc. Mais ce qu'on a vu, enfin moi ce que j'ai vu sur toutes les technologies que j'ai pu essayer dans ma vie en tant qu'utilisatrice et pas en tant que conceptrice, c'est ok, au départ on utilise ce qui est disponible, on apprend à mieux connaître. Donc moi je suis pour que les opérateurs spécifient au plus juste leurs besoins et ne demandent pas la lune quand ils n'en ont pas besoin, de manière à ce que la filière puisse proposer des drones pas chers, adaptés aux usages pour lesquels le niveau de sécurité n'est pas phénoménal. Ça, c'est un point. Et je suis d'autre part pour qu'en parallèle, on progresse avec les technologies les plus innovantes. Les usages seront réservés dans un premier temps à des privilégiés, mais ce que j'espère bien, c'est qu'après, ça pourra se démocratiser. Donc, et il faut qu'on partage nos expériences et nos savoirs. Et le mot de la fin à Romain. Merci. C'est un plaisir, Romain, c'est un plaisir. Non, mais je me retrouve évidemment dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y a un consensus sur le fait qu'on va travailler ensemble. Je constate qu'on se connaît tous. Voilà, donc ce qui... Bon, on sent quand même une certaine complicité entre vous, c'est certain. Oui. Je ne sais pas si, en tant qu'autorité, j'accepte la remarque, mais je l'entends. Et après, effectivement, j'aime bien la vision de Christelle qui vise à dire qu'il y a des usages où on peut se permettre de ne pas être au top du top, mais qui finalement vont nous permettre de patienter, de maturer des systèmes, de financer des développements. Et donc, il y aura probablement un mix entre l'innovation incrémentale et l'innovation radicale. Et je suis assez optimiste sur le fait qu'on ira, parce que si on n'y va pas, si le BVLOS est effectivement en danger, je pense que c'est l'avenir du drone qui est en danger. Ça ne me paraît pas être un avenir envisageable, à la fois subjectivement et objectivement. Donc, on sait que la filière est mobilisée sur le sujet, elle développe tout un tas de réflexions. Et côté autorité, non seulement on travaille avec la filière, mais on travaille également entre nous. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tous identifié le sujet, donc pas de raison qu'on n'y arrive pas. Moi je suis assez optimiste. Voilà, merci bien. À bientôt.